Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver sur ce 36e épisode de Créapi. Un nouvel épisode où une fois de plus je ne serai pas toute seule. Et alors il faut savoir que j'étais très impressionnée que cette invitée ait accepté de venir sur mon podcast, car c'est quelqu'un qui a un podcast également et je suis sûre d'ailleurs qu'il est écouté par un grand nombre d'entre vous et c'est quelqu'un avec qui je partage de nombreux points communs. Allez, je ne t'en dis pas plus sur cette invitée. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que nous allons répondre à la fameuse question « Je veux vendre mes créations en ligne, à quoi dois-je penser ?» Et c'est valable aussi bien pour les personnes qui veulent se lancer, comme les créatrices qui sont déjà lancées mais qui ont besoin un petit peu de revoir les bases. Et donc, durant cet épisode, nous allons aborder de nombreux sujets. On va parler de rémunération, de détermination, d'état d'esprit, de comparaison, de bons moments, de boutique en ligne, d'Instagram, de Pinterest, de TikTok. Bref, on parle de nombreuses choses, mais toujours dans l'objectif de te donner les meilleurs conseils pour ton activité. D'ailleurs, je te conseille d'écouter l'épisode jusqu'au bout, puisque jusqu'à la toute fin de l'épisode, même après le jeu de la fin, mon invité a des petits conseils à te donner, donc reste au bout. Allez, je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir qui est cet invité et l'épisode, et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello Mélanie, et je suis tellement contente de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode de Créapi. Alors je vais te laisser te présenter, mais je sais que l'on a pas mal de points communs de par nos activités et je suis honorée que tu aies accepté mon invitation et que tu nous fasses part de toute ton expertise. Mais avant qu'on démarre, comment vas-tu Mélanie ? Bonjour Marie, merci de ton invitation. Écoute, ça va très bien, je suis en vacances. Ah Donc voilà, la semaine démarre bien, et puis alors évidemment vacances, ça veut pas dire farniente total, mais bon, en tout cas un rythme un peu ralenti, donc c'est cool. Ok, trop cool. Bon, écoute, c'est parfait. Alors du coup, avant de débuter, pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ce que tu fais, ton parcours et ton histoire avec l'entrepreneuriat créatif ? Ça marche. Donc, je suis Mélanie, j'ai 41 ans, j'ai 2 filles qui ont 10 et 13 ans, j'ai un mari, j'habite à Grenoble. Je fais la totale, hein. Ah bah oui, vas-y, attends, c'est ton moment, vas-y. Je suis directrice marketing et communication dans une entreprise qui travaille, qui conçoit des plateformes numériques pour l'éducation et la formation. Voilà, donc en plus de mon activité de marketing et communication pour mon entreprise, à l'intérieur de cette activité plus exactement, j'ai aussi la responsabilité de la partie commerciale, pour la vente en ligne des plateformes numériques qu'on a conçues. Donc il y en a une qui s'appelle Maxicours, une autre qui s'appelle Orthodidacte. Voilà, donc je m'occupe aussi des ventes e-commerce, donc sous forme d'abonnement de ces plateformes. Et puis donc ça c'est la partie salariée, et après donc j'ai créé le podcast Fémin depuis 3 ans. Tout pile, et c'est un univers dans lequel je m'éclate, donc voilà, c'est un des points communs, c'est le podcast. Et puis mon lien avec l'entrepreneuriat créatif, en fait c'est ce podcast, parce que alors moi j'ai toujours non, mais en tout cas depuis très longtemps je fais des loisirs créatifs et j'adore ça. Et puis il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je me suis dit mais tiens, pourquoi je ferais pas un podcast en fait sur les loisirs créatifs pour aller à la rencontre finalement des entrepreneuses que je vois sur Instagram, que j'adore suivre. À chaque fois je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est possible, mais est-ce qu'elles en vivent,
par quoi elles sont passées, quels sont leurs moments de doute, leurs plus gros succès, leurs projets, etc. Et voilà, le podcast a commencé comme ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que oui, le point commun, c'était l'entrepreneuriat créatif. Que derrière ces histoires, il y avait évidemment des histoires, des parcours humains, des projets un peu fous, des rêves, etc. Et puis que voilà, bon an mal an finalement, ça faisait des entreprises créatives. Donc entreprises créatives dans le sens où on vend finalement, enfin on vit de notre passion pour des arts créatifs. Voilà. Donc c'est pas simplement, je pense que tu le sais, mais souvent autour de moi, quand je parle de l'entrepreneuriat créatif, on me dit mais c'est parce qu'on est un peu créatif quand on entreprend. Oui, mais c'est pas exactement ça. Là, c'est vraiment sur les arts créatifs. Donc toutes les personnes, hommes et femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui vivent de leur passion pour les arts du fil, pour la création de contenu dans les loisirs créatifs, ou je sais pas, par exemple la création d'aquarelles originales ou des reproductions ou je sais pas, des kits de broderie. Enfin, il y a finalement mille et une façons de valoriser valoriser les arts créatifs qu'on aime faire en les vendant, en montrant aux autres comment on peut faire, en les formant. Enfin, il y a tout un tas de choses autour de ça. Et donc voilà, ça s'est construit en fait au fur et à mesure. Au départ, je pensais plutôt vraiment parler de pratiques créatives. Et puis finalement, on tire sur la ficelle, hein, sur la pelote de laine, hein, pour le coup. Et puis on voit qu'en fait, ça ouvre un univers assez important. Et donc sur l'entrepreneuriat. J'adore parce que ça recoupe un petit peu aussi moi ce que je peux voir de par le podcast Créapi. Mais alors aussi ce qui est intéressant, c'est ton activité salariée en tant que directrice marketing, aussi sur tout ce qui est vente. Bon, moi aussi dans une ancienne vie, c'est ce que je faisais, donc vraiment plein de points communs. Mais en fait, quand on a travaillé le sujet de l'épisode avec Mélanie, donc il y avait forcément de nombreux sujets à aborder autour de l'entrepreneuriat créatif, de comment se faire découvrir de par le marketing digital, etc. Mélanie peut à peu près nous parler de tout ce qui est en rapport avec finalement l'entrepreneuriat créatif. Et donc, comme elle connaît de nombreuses choses, je me suis dit que ça aurait pu être sympa et surtout très utile de faire un épisode qui va aider une jeune créatrice qui voudrait se lancer dans les ventes de ses créations en ligne. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cet épisode. Et j'avais envie que l'on commence en détruisant là maintenant tout de suite une idée reçue, enfin des idées reçues, tu en as peut-être plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, Mélanie, c'est quoi la fausse idée la plus récurrente que tu vois chez une personne qui veut se lancer dans la vente de ses créations ? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Spontanément, celle qui me vient le plus en tête, c'est le fait de dire on va créer toute la journée. Malheureusement, non. Oui, ça serait trop bien. Ouais, ça serait trop bien, mais c'est pas le cas en fait. Dans la réalité, il y a plein de choses quand on va créer son entreprise, et quel que soit le stade de développement. Et puis en plus, on a toujours un peu tendance à vouloir faire, en tout cas à faire tout seul, parce que dans la réalité, déléguer, trouver quelqu'un pour nous aider, ça va être assez coûteux. Et quand on est plutôt dans une phase de lancement, nécessairement, c'est un peu compliqué de prévoir un budget pour faire ci, faire ça, etc. Donc voilà, pour moi la première idée un peu préconçue, c'est de se dire ça va être trop bien ce que je fais sur mon temps perso à coudre, à peindre, à broder, à que sais-je. Je vais faire la même chose toute la journée. En fait non. Voilà. Donc ça déjà, il faut en être conscient. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein, au contraire. Enfin, c'est plein de choses que vous allez découvrir pour compléter finalement, pour développer votre entreprise. Vous serez obligé de développer des nouvelles compétences. Donc je dirais on peut commencer par ça en idée un peu préconçue, en fausse idée sur l'entrepreneuriat créatif. Et puis après, il y a plein de choses, mais l'autre chose qui me vient en tête, c'est de dire finalement, t'as l'impression que y a plein de choses qui vont être compliquées. Oui, certes, parce qu'en fait c'est nouveau.
mais il y a quand même un max de choses aujourd'hui. Les entrepreneuses créatives, elles ont... Alors voilà, je suis désolée s'il y a des hommes qui écoutent, mais Non, mais ils le savent. Enfin bon, c'est vrai que c'est plutôt à destination des femmes sur ce podcast. Voilà. Et voilà. Souvent, c'est quand même très féminin comme monde. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a quand même un max de ressources aujourd'hui qui existent sur Internet. Et ça permet de se former, d'apprendre, d'échanger avec plein de personnes aussi pour finalement petit à petit monter en compétences et puis être de plus en plus à l'aise. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tout le monde est un peu passé par les mêmes choses finalement, les mêmes difficultés. Moi, typiquement, quand je demande aux entrepreneuses créatives dans mon podcast ce qui les embête un peu le plus ou entre guillemets ce qui est le moins passionnant pour elles, c'est systématique la partie administrative, la partie comptable, etc. Alors quand on lance une micro-entreprise, donc qui est le statut finalement d'entrepreneur individuel, qui est le statut le plus simple, le régime le plus simple, en fait les choses sont quand même ultra limitées. Donc tant qu'on n'est pas dans une société, on va dire que c'est quand même relativement simple. Donc il faut vouloir aussi apprendre des nouvelles choses, être curieux et pas trop se mettre un peu des barrières là où finalement, elles sont pas si importantes. Voilà. En fait, il faut bien se renseigner, bien se former. C'est ça aussi qui peut paraître un peu compliqué, c'est qu'en fait, ça demande beaucoup de temps. Et donc, ça rejoint ce qu'on a dit au départ. On va pas créer toute la journée, en fait. Ça sera pas ça. Ouais, non, mais j'aime beaucoup parce que du coup, c'est deux idées reçues qui se complètent bien. C'est-à-dire que on va croire qu'on va forcément créer tout son temps, alors que en fait non, on va avoir aussi la casquette de communication sur Instagram, de comptable, de gestionnaire de stock, voire même des fois de webmaster quand il y a des problèmes sur la boutique en ligne. Donc ça, entre guillemets, ça peut faire peur, mais de l'autre côté aussi, j'aime bien ta deuxième idée reçue sur le fait qu'on peut penser que c'est compliqué. Et en fait, finalement, entre guillemets, pas tant que ça. C'est comme tout, c'est-à-dire qu'au début, ça paraît compliqué parce qu'on l'a jamais fait, mais aujourd'hui, on a tellement de ressources, on a tellement d'aide à côté que on peut finalement se faire en sorte que ça soit un petit peu plus simple. Voilà, mais effectivement, comme tu disais, il y a ce côté un peu, il faut être un petit peu curieuse, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, mais surtout, il faut essayer. Moi, c'est ce que je dis toujours quand les gens me disent, et ça, c'est souvent, tu vois, sur les vidéos de style réel sur Instagram, « Ah, mais j'aime pas. » Mais est-ce que tu as essayé ? C'est toujours ça. C'est comme quand on dit à un enfant, t'aimes pas les carottes, t'as jamais goûté. C'est un peu cette idée-là. Alors là, je suis un petit peu cash et c'est vraiment pour essayer de dire, avant de savoir si vous aimez ou pas, essayez quand même. Et aujourd'hui, il y a tellement d'aides qu'on peut retrouver, de ressources, on n'a pas vraiment de raison de ne pas essayer. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a sur certaines choses et surtout sur la communication où il faut se forcer un peu. Parce qu'à un moment donné, le truc le plus important, c'est la manière dont vous allez communiquer. Parce que vous pourrez avoir les créations les plus merveilleuses qui soient, où tout le monde autour de vous vous dit « Ah, mais c'est trop bien, etc. Je suis sûre que tu vas en vendre plein, etc. » Ouais, peut-être. Mais en réalité, si vous savez pas les mettre en avant, être fier de ce que vous avez fait, en attendre le bon prix et communiquer autour de vos créations pour faire comprendre qu'elles sont à vendre, en fait, vous irez pas bien loin. Donc il faut effectivement, c'est ce que tu dis, on a plein de casquettes, on est un vrai chef d'entreprise dans ces cas-là, et il faut pas juste se dire je fais mes petits trucs et puis ça va se vendre, je l'ai vu sur internet, sur Insta, les gens vendent, etc. Dans la réalité, il y a quand même plein de gens qui vendent pas grand-chose. Voilà. Oui. Et alors voilà, ça peut faire peur un peu et frustrant ce que je dis, mais il y a aussi plein de personnes qui soit s'éclatent parce que c'est une activité complémentaire. On appelle ça souvent les side projects en anglais. C'est une activité complémentaire pour finalement se faire plaisir sans trop se mettre de contraintes. Donc ça, c'est tout à fait possible de dire je développe petit à petit. Je me sens pas aujourd'hui soit parce que je me sens pas de développer davantage aujourd'hui, soit parce que j'ai pas plus de temps et que pour moi la sécurité d'un emploi salarié c'est hyper important et je suis pas prête et c'est très bien comme ça.
on vous demande pas d'aller plus vite que la musique. Ou au contraire, parce que en fait, ça vous apporte un équilibre. Moi, le podcast, ça a été ça pendant très longtemps, enfin, et ça l'est encore, hein. Ça m'apporte un équilibre parce que du coup, il y a la vie pro qui est déjà, qui est assez stressante, prenante, etc. Et puis à côté, il y avait ma petite bulle. Voilà, et souvent, tu vois, les créatifs disent souvent ça, c'est ma petite bulle créative, etc. Moi, c'était pareil, c'était mon univers. Alors, c'est un peu moins créatif parce que c'est pas avec les mains, etc. C'est beaucoup sur l'ordinateur. Mais en fait, c'est plein de rencontres, etc. C'est très riche. Et donc, tout ça, c'est hyper intéressant de construire ça, même si c'est en plus de son boulot et qu'on n'est pas prêt à en faire une activité. Voilà, en fait, il y a personne qui vous demande d'en faire une activité, d'être le prochain, je sais pas, j'allais dire Bill Gates, je sais pas pourquoi cette vieille référence, mais voilà, enfin, il y a plein de références dans les arts créatifs, il y a des superbes réussites, mais on vous dit pas tout de suite d'être ces personnes-là, et souvent en plus, tu sais, sur Insta, on voit souvent la réussite et les succès. Et évidemment, ça leur a demandé des années pour construire la communauté qu'elles ont eue. Je pense par exemple à Caro from Woodland, qui a un univers autour des saisons, et bon, beaucoup l'automne, mais autour de chacune des saisons. Enfin, voilà, donc elle est illustratrice, elle est autrice, elle s'auto-édite, etc. Donc elle a créé une communauté hyper engagée, c'est hyper impressionnant. Et elle a mis finalement plusieurs années avant elle y a vraiment été étape par étape, quoi. Et donc vous pouvez aller regarder. Moi, je l'ai reçue à 2 reprises sur le podcast, donc vous pourrez vous inspirer un peu de son parcours. Elle a monté plein de choses pendant qu'elle était encore salariée, et puis quand elle s'est sentie de pouvoir un petit peu, ça me fait penser un peu à lâcher la main du salariat finalement. Quand elle sentait qu'il y avait suffisamment de traction autour de son activité créative, elle s'est dit, allez go, j'y vais, etc. Et je pense un peu comme tout le monde, c'est j'y vais mais j'ai peur. Ou j'ai peur mais j'y vais. Oui, Voilà. tout à fait. Non, mais du coup, c'est bien ce que tu dis, parce que alors déjà, je mettrai les notes, je mettrai le lien du coup de l'épisode avec Caro from Woodlands dans les notes de l'épisode. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport au fait que ça peut être finalement une troisième idée reçue, c'est bon, je me mets sur Insta, je vais vendre. C'est pas vraiment totalement ça, mais en parallèle, on n'est pas obligé d'y aller à 800% non plus, et de le voir peut-être au départ comme un side project en gardant son boulot de salariat. Donc peut-être comme l'a fait du coup Caro. Donc je pense que dans l'épisode, elle donnera à mon avis plein de petits tips. Donc voilà, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et alors maintenant qu'on a un petit peu cassé ces idées reçues, j'avais envie qu'on rentre concrètement finalement dans une checklist qu'on pourrait donner à une créatrice qui veut se lancer et vendre ses créations. Alors selon toi, quelles sont les étapes par lesquelles elle doit passer, les choses auxquelles elle doit penser? C'est un vaste sujet, hein, mais si t'as des tips. On pourrait en faire un bouquin. Oui, par exemple. Non, c'est hyper intéressant. Effectivement, c'est très dense comme sujet, donc on va pas rentrer trop dans les détails. Moi, je pense qu'il y a des choses ce que je voulais faire passer aujourd'hui comme message, c'était vraiment les choses les plus importantes. Donc, il y a la partie communication. En se créant une image, donc un logo, un nom de créatrice, etc. J'aurais tendance à vous conseiller de ne pas trop, de faire un peu original et de pas tomber dans l'atelier de nanan, etc. C'est très tentant je comprends les valeurs qu'il y a derrière en plus tout ça, mais le problème c'est que c'est super utilisé. En fait, voilà. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Instagram l'atelier 2 et puis vous allez tomber sur toute une foultitude de sites, de comptes. Donc essayez d'être un peu original sur votre nom d'artiste, votre nom d'entrepreneur, votre nom de marque. C'est évidemment pas facile parce qu'en plus on est en 2022, donc autant vous dire qu'il y a un paquet d'entreprises derrière vous qui ont déjà réfléchi, phosphoré, etc. Donc c'est sûr que c'est pas potentiellement ça n'arrivera pas en 5 minutes de trouver le bon nom. Mais laissez-vous le temps de mûrir la réflexion et d'aller au bout de cette réflexion pour trouver le bon nom qui vous correspond.
Donc ensuite, ben voilà, comme je disais juste quelques secondes avant, c'est vous faire un logo, ou vous faire accompagner pour créer un logo. Alors le logo, on se détend aussi, hein, il peut évoluer au fur et à mesure. Donc il n'a pas besoin d'être complètement parfait. Vous n'avez pas besoin de payer des milliers et des cents à un graphiste pour avoir votre logo, etc. Ça peut être très simple. Regardez comment les logos sont faits. Ceux que vous aimez, comment ils sont faits. Généralement, c'est une police un peu sympa, et puis éventuellement un petit picto, quelque chose. Enfin, voilà. De manière générale, regardez vraiment autour de vous et analysez ce que font les autres. Évidemment pas dans l'idée de copier, mais plutôt de vous en inspirer. Et voilà, vous pouvez aussi vous tranquilliser par rapport à ça. Tout le monde fait ça. De toute façon, c'est la base. Oui. C'est de regarder ce qui se fait. Encore une fois, pas pour dire ah bah je vais faire exactement la même chose, je vais changer une couleur et je vais changer ça et ça sera bon. Ça ne marchera pas parce qu'il faut que ça vous corresponde vous et pas voilà, c'est pas le travail du voisin que vous allez mettre en avant, c'est le vôtre. Et ce que je dis, excuse-moi, je te coupe, ce que je dis souvent, c'est aussi d'aller s'inspirer, pourquoi pas, sur des univers qui sont pas du tout dans l'art créatif. Notamment, je parle beaucoup du voyage, parce que bon, j'adore voyager, mais c'est aussi des univers assez inspirants où on peut retrouver quand même des lâcher-prises un peu communs, finalement, une création même assez similaire. Et donc, vraiment aussi d'aller s'inspirer, pas sur ses concurrents les plus directs non plus, mais vraiment complètement pour être plus à l'aise dans des univers qui ont rien à voir. Oui, et puis pareil... Regardez aussi du côté, je sais pas, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, enfin peu importe en fait les pays, ou l'Allemagne, ou l'Italie, l'Espagne, peu importe. Mais regardez un petit peu comment justement, je sais pas, peut-être c'est empreint d'une culture différente et peut-être qu'il y a des choses intéressantes à apprendre aussi. Voilà, élargissez un petit peu l'horizon en regardant pas uniquement des créatrices françaises. Ouais. Mais je te rejoins, oui, sur le secteur d'activité, en fait. On n'a pas vraiment besoin que ce soit pile dans le même domaine, etc. Parce qu'il y a à un moment donné aussi quelque chose qui peut être un peu paralysant. Se dire, oh là là, mais il y a déjà tellement de monde, tellement finalement, de belles créatrices, etc., qui existent, qu'on peut se dire, bah oui, mais en fait, moi, j'ai rien à apporter. Et ben, peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. Donc ça, c'est vraiment, il faut que vous le sentiez au fond de vous, il faut que vous en ayez très envie. Parce qu'en fait, vous allez... Enfin, c'est un peu un bébé, quoi, quelque part, ce projet. Et on sait très bien, enfin, si vous avez déjà un peu écouté autour de vous ces histoires d'entrepreneuses créatives ou autres, mais en fait, c'est les montagnes russes. C'est difficile. Et ça va vous demander un max de temps, un max d'énergie. Et si c'est quelque chose où vous y allez un petit peu... à tâtons, vous n'êtes pas complètement sûr, et ben alors d'une part, c'est pas grave parce qu'en fait, vous avez le temps. Ça veut dire que c'est pas forcément, finalement, vous n'êtes pas assez mature sur le sujet, mais c'est pas grave. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Je pense que dans 5 ans, on achètera encore du fait main, on achètera encore des choses artisanales. Donc, il n'y a pas de raison voilà, que le marché ne vous attende pas. Et voilà, prenez le temps, mais soyez quand même déterminés si vous voulez que ça fonctionne selon vos propres critères et selon votre propre échéancier. Voilà, si vous voulez vous en mettre vos propres objectifs, et ben donnez-vous les moyens. Voilà, parce que ça va vous prendre un max de temps. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est... oui, je suis complètement embarquée dans ce que tu dis. Mais oui, ça prend plus de temps que ce qu'on pourrait l'imaginer. Maintenant, voilà, l'idée, notamment avec ce que tu fais, avec ce que je fais, c'est quand même de pouvoir vous en faire gagner aussi, pour pas trop s'éparpiller, parce que quand on arrive devant une feuille blanche, devant notre moteur de recherche Google, mais ça, on y viendra juste après sur les ressources, du coup, si tu veux bien. Je te laisse peut-être continuer, je t'ai coupé, excuse-moi, sur la checklist. Donc tu disais la communication, donc au niveau du logo, de l'univers, du nom. Voilà. Et puis être aussi comment dire, au niveau de vos créations, parce que globalement c'est quand même un peu ça. Ça me fait penser un peu à l'analogie des gâteaux. Tu sais, on dit alors, le visuel c'est super important, etc. Mais en fait c'est le goût qui est important. Bah en fait là c'est pareil. C'est ça. Si ce que vous faites les moyens déjà autour de vous, vous sentez que c'est un peu mi-figue mi-raisin, etc., ou que les gens vous disent bah oui c'est bien pour vous faire plaisir,
et ben attention parce qu'en fait potentiellement effectivement c'est peut-être pas encore le bon moment, vous êtes pas peut-être pas au max de vos capacités créatives, j'en sais rien, c'est un peu formulé bizarrement, mais voilà, il faut aussi le temps pour devenir expert d'un sujet. Voilà, laissez-vous le temps aussi de bien appréhender tout ça pour être certain que c'est le bon moment pour vous. Encore une fois, c'est pas grave si c'est pas le bon moment. Il y a des temps pour tout dans la vie. Hein. Si vous êtes, par exemple, jeune maman ou que vous êtes dans un emploi salarié où vous avez besoin d'être à fond pour l'instant, et ben le reste, ça viendra plus tard, quoi. Et c'est pas grave. Et voilà. Donc Pardon. Ouais, j'allais rajouter aussi de pas se comparer parce que en fait sur Insta c'est tellement facile de se perdre déjà dans Insta et d'y passer des heures et de se dire oh là là mais ça a l'air tellement bien, tellement facile, elle a une vie tellement parfaite, etc. Mais moi j'ai des créatrices qui, une fois qu'on arrête l'enregistrement, me font part aussi de leurs problèmes perso. Et en réalité, elles ont les mêmes problèmes que tout le monde, quoi. Les problèmes de maladie dans la famille, les problèmes de le rouleau de tissu que j'ai commandé avec mes créations. En fait, c'est n'importe quoi, donc j'ai perdu vachement d'argent. Ça, des histoires comme ça, il y en a tout le temps. Enfin, c'est tous les jours. Et c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, et c'est normal. Et donc voilà, n'idéalisez pas trop ce que vous voyez, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à ne voir que les personnes qui réussissent, forcément pas, et pas forcément celles qui échouent, mais même celles qui réussissent, elles sont passées par ces fameuses montagnes russes, et donc c'est ça aussi, c'est même s'il y a à un moment donné une difficulté, mais il faut y aller. C'est voilà, t'en parlais aussi tout à l'heure, il faut persévérer, effectivement, il faut sentir que c'est le bon moment. Comme tu disais, ça t'es revenu plusieurs fois dessus et je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que vous soyez prêts à prendre des petites claques et de pouvoir rebondir. Donc, c'est vrai qu'il faut une sacrée énergie. Donc, si vous venez d'être jeune maman, et tu fais bien de le dire, parce que c'est souvent le cas, c'est des personnes qui sont jeunes mamans, qui sont en congé maternité, qui vont se dire, tiens, je vais commencer à avoir une démarche un petit peu différente avec ce que je veux amener à mon enfant, etc. Et c'est là où souvent les arts créatifs se révèlent auprès des gens. C'est clair. Donc ça, c'est OK, il n'y a aucun souci. Je trouve, moi, que c'est les plus belles histoires. Mais par contre, derrière, il faut avoir un mental, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas, il faut avoir une énergie qui va pas s'essouffler à la première difficulté. Et donc là, il faut vraiment, effectivement... voilà, on est là aussi pour sensibiliser sur ce point-là, finalement. Donc, merci, Mélanie, de nous le repartager, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est trop facile après... voilà, encore une fois, de se comparer et de dire oh mais je suis nulle, moi ça fonctionne pas, elle ça marche et tout. Ouais, mais en fait on sait pas du tout le contexte de cette fille là. Et souvent une des questions aussi c'est est-ce que tu vis de tes créations? Alors moi j'évite de poser la question comme ça parce que je trouve ça un peu finalement ça veut tout et rien dire. Parce que si aujourd'hui quelqu'un qui gagne je sais pas 1500 € par mois finalement pour vivre de ses créations, est-ce que ça veut dire je touche au moins 1500 € et donc ça fait l'équivalent de mon salaire et donc je suis contente? Est-ce que c'est ça, vivre de ses créations? Ou si je gagne 3000 € par mois, et si j'en gagne que 1500, est-ce que je vis de mes créations? En fait les parcours de vie et les réflexions par rapport au salaire et tout ça, c'est vraiment propre à chacun. Et il y a beaucoup de personnes qui au départ se lancent en ayant l'allocation chômage de Pôle emploi parce que elles investissent tout dans leur entreprise et elles misent tout sur le fait que quand l'allocation chômage va s'arrêter, elles vont pouvoir effectivement vivre de leur activité pro, mais c'est pas évident du tout. Et voilà, donc questionnez-vous aussi sur ce rapport à l'argent, parce que ça, c'est une des grosses peurs, et qui est complètement légitime. Hein. Enfin, je pense que c'est la peur numéro 1, c'est ce besoin financier qu'on a tous, parce que encore plus je pense que ça a toujours été le cas, mais encore plus en ce moment, il y a tellement d'incertitudes, tellement, voilà, on nous bassine à longueur de journée, sans doute à raison, mais à un moment donné, c'est un peu trop, je trouve. Pouvoir d'achat qui baisse, etc. Donc, on est dans un climat anxiogène depuis des années.
Et voilà, donc il faut faire aussi attention à ça, en se disant quel est pour moi finalement le niveau de rémunération que j'attends, à quelle échéance. Et puis, est-ce que, tu vois, tu faisais le parallèle aussi avec les jeunes mamans qui voulaient peut-être avoir aussi un autre contexte de travail, un autre projet de vie autour du travail, etc. Ça, c'est super, et je pense que, je sais pas si on aspire tous à travailler un peu moins, mais en tout cas d'avoir une qualité de vie intéressante. Voilà, et que l'argent ne fait pas tout, et ça, vous l'avez déjà entendu 15 fois. Mais c'est important, voilà, de remettre un petit peu à plat tout ça aussi, faire face à ses propres peurs, notamment la peur financière, de manquer, et voilà, et de questionner aussi votre entourage, et notamment la personne qui partage votre vie. Est-ce que c'est ok de se lancer maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que par rapport au projet de vie dans sa globalité, c'est le bon moment, encore une fois? Voilà, il y a une vraie réflexion autour de ça, pour que derrière, vous ne subissiez pas les choses, que ce soit choisi, et que vous ayez la bonne énergie. Voilà, souvent en entrepreneuriat, on parle de mindset aussi. C'est pareil, c'est pas un terme qui me... c'est très à la mode, mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir cette détermination et cette énergie. Et puis, si c'est pas... et accepter que l'énergie, elle vienne et elle reparte, etc. C'est normal, parce que j'imagine que vous n'aurez pas que ça à penser non plus dans cette activité. En fait, il y a tout le reste, il y a la famille, le conjoint, les enfants, etc. C'est un tout, et donc il faut être vigilant pour pas s'épuiser non plus, quoi. Oui, complètement. C'est hyper pertinent tout ce que tu dis. Je rebondis un chouïa sur cette notion de relation à l'argent, pour moi-même être en pleine aussi discussion avec moi-même là-dessus, si je puis dire. C'est vrai que souvent, si on vient d'un travail salariat, on va se dire, ok, je gagnais 2000 et avec mes créations, je veux vivre, je veux gagner 2000 aussi. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc en fait, là, je vais repositionner finalement la question qu'on m'avait posée un jour en interview et que j'adore. C'est quoi finalement pour toi réussir? Et est-ce que la réussite, c'est un chiffre ou est-ce que c'est un équilibre? Vie professionnelle, vie personnelle. Donc justement, jeune maman, passer plus de temps avec ses enfants, quitte à peut-être se dire, ok, déjà je kiffe ce que je fais, je passe plus de temps avec mes enfants, mais ça sera peut-être pas 2000, ça sera peut-être que 1000. Et comme tu le disais, dans le côté bon moment, de voir si derrière il peut y avoir un... Je sais pas si ça peut être, si on peut dire un soutien, mais en tout cas en parler avec son entourage, sa famille, et si on est entouré avec la personne avec qui on partage notre vie, c'est la bonne personne aussi avec qui on discutait. Donc voilà, c'est... mais alors, ouais, non mais je te rejoins carrément, c'est pour ça qu'il faut vraiment définir les choses, et voilà, prendre le temps de poser les choses. Après, il y a quand même une nuance, c'est pas tout à fait une nuance, mais quand on est salarié et que on gagne 1500 euros, net après impôts, etc., c'est pas 1500 euros qu'il faudra que vous facturiez pour avoir le même revenu. Oui, donc ça, il faut être hyper vigilant aussi là-dessus, parce que si vous êtes en micro-entreprise, d'ailleurs il y a des petites... on parlait des ressources aussi, il y a beaucoup de choses sur Internet, et notamment sur le site de l'URSSAF, notamment pour simuler un petit peu les revenus quand on est en micro-entreprise, ou sur d'autres types de statuts. C'est hyper bien fait. C'est très simple, mais globalement, vous allez voir que selon le statut, vos droits à la retraite sont pas les mêmes. Donc on peut se dire, c'est dans le montant. Ouais, ok, c'est dans le montant, potentiellement, ou pas. Mais on peut aussi se dire, de toute façon, en tant que salarié, je sais pas à quoi j'aurai droit à la retraite. Ok, moi je l'entends aussi, je me dis la même chose. Mais justement, il faut être vigilant à tout ça. Vous aurez pas de mutuelle d'entreprise, vous aurez pas de ticket resto. Non. La prévoyance, il faudra la payer de votre côté, etc. Donc en réalité, il faut faire attention à pas se dire, c'est bon, je gagne l'équivalent de ce que j'avais en net avant, nickel, tout roule, etc. Dans la réalité, j'ai l'impression, avec un peu tout ce que je regarde en ce moment sur le sujet, j'ai l'impression qu'il vaut mieux essayer de viser finalement le brut, et voire même le brut chargé. Si par exemple, sur ma feuille de salaire, mon salaire brut mensuel c'est 2000 euros, et en réalité on sait bien que il y a des charges patronales dessus.
Et je vais dire n'importe quoi, j'ai pas le bon rapport là forcément en tête, mais en fait c'est peut-être 3000 ce que ça coûte à votre employeur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il vaut mieux essayer de viser les 3000 parce que derrière, vous allez avoir voilà, tout un tas de choses que vous n'aviez pas à supporter en charge quand vous étiez salarié. Et donc, nécessairement, il faut en tenir compte aussi. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut pas nécessairement viser le même salaire parce qu'on va gagner en confort de vie. Potentiellement, vous aurez moins d'essence parce que vous aurez moins à vous déplacer. Vous allez peut-être moins investir en moins de vêtements parce que finalement, vous allez travailler à la maison. Vous n'avez pas besoin d'être dans toujours l'apparence à mort, etc. Peut-être que les enfants iront plus à la cantine, mais en même temps, il faut les faire manger. Alors, il faut les faire manger, mais en plus, ça veut dire que ça raccourcit quand même énormément les journées si on fait ça. Mais si c'est votre choix, très bien. Et puis, peut-être que des fois, ils iront quand même à la cantine si vous avez besoin de temps supplémentaire, etc. Mais faites toujours des choix en conscience. Et donc, c'est pareil sur la rémunération. Voilà. En fait, ce qu'il faut, finalement, j'ai l'impression, c'est être bien informé. Et donc, effectivement... ton podcast, le mien, etc., et tout ce que vous pourrez lire sur l'entrepreneuriat créatif, ça va vous forger en fait un petit peu toute cette culture, cette expérience, ces partages aussi de connaissances, d'expériences, et c'est en accumulant tout ça que vous ferez votre propre vision du sujet, voir si c'est pour vous, pas pour vous, pas tout de suite. Finalement, voilà, quels sont les sujets sur lesquels vous aurez besoin d'accompagnement, etc. Et moi, j'ai le sentiment aussi, à force de travailler sur le sujet, de réfléchir, j'ai l'impression que il faut aussi vraiment se faire accompagner. On parle souvent de coach, etc. Mais ça peut être... parce qu'un coach, évidemment, il va falloir le rémunérer. Mais si c'est pas possible aujourd'hui, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est hyper fan de ce que vous faites et qui va être un moteur. Voilà, qui va être hyper enthousiaste, etc., et qui va toujours remettre une pièce dans la machine, quoi, dire mais non là il faut pas que tu baisses les bras, etc. Ou alors oui je comprends, c'est difficile et tout, mais voilà, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un coach professionnel, mais vraiment quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous développer, quoi. Du coup là par rapport à si on revient sur la petite checklist, donc tu disais le nom de marque, après donc logo / univers aussi. Tester son produit du coup un petit peu dans la vie réelle aussi, de voir comment ça peut prendre, si on sent qu'il y a un réel engouement ou s'il y a peut-être des choses à peaufiner. Du coup, on a fait une petite digression côté rémunération / le bon moment, mais je dirais que ça fait partie aussi de la checklist. C'est est-ce que c'est justement le bon moment pour moi? Voilà. Est-ce que financièrement, je peux me permettre de d'avoir un petit ventre mou peut-être à ce moment-là? Et là, du coup, tu disais aussi voir sur si je peux me faire accompagner, sur quel type de sujet je peux me faire accompagner. Et ce que j'adore beaucoup, même si c'est pas de là à payer un coach ou un formateur, c'est qui peut être finalement mon binôme. Alors, on va appeler ça des business friends. On va dire sa copine créatrice où on peut même se donner des challenges, on peut s'aider à progresser, à grandir ensemble. On peut se dire aussi, moi j'ai vu ça, toi t'as essayé ça, etc. Et vraiment, en fait, s'entourer de personnes qui vivent la même chose que nous. Parce que le problème aussi, c'est que souvent, quand on quitte le salariat ou quand on vient du monde du salariat, nos amis ou nos collègues du salariat, ils peuvent comprendre, mais concrètement, ils vivent pas comme on le vit vraiment. Enfin, je dis on parce que je suis pas créatrice, mais indépendante, donc on va avoir quand même aujourd'hui les mêmes interrogations, les mêmes difficultés, les mêmes doutes, les mêmes peurs et finalement aussi les mêmes ressentis émotionnels, que ça soit dans les échecs ou même dans les succès. Et donc, effectivement, c'est de pouvoir aussi trouver une binôme ou un trinôme ou un groupe, bref, avec qui échanger pour pas être seul, notamment quand il y a des difficultés, parce que c'est souvent là où on a besoin d'aide, finalement. Exactement, ouais. Et puis après, dans la checklist, il y a aussi avoir une boutique en ligne. Oui, bien sûr. Il y a forcément un peu ce genre de choses. Alors, il y a des exemples de personnes qui ne vendent que sur Insta et qui vendent très bien. Mais... ça peut ne pas durer. Donc, sur Insta, vous n'êtes pas chez vous. Donc, moi, j'ai envie de dire, il vous faut forcément un blog, une boutique en ligne, quelque chose qui vous appartienne.
Voilà. Parce que ça va vous permettre derrière de travailler votre visibilité sur Pinterest, de travailler votre visibilité sur les moteurs de recherche. Voilà, vous êtes vraiment chez vous. C'est votre univers que vous allez pouvoir développer sur votre vitrine à vous. Donc après, vous pourrez aussi regarder ou proposer aussi vos produits. Donc évidemment sur Insta, peut-être sur des places de marché. Il y a Un Grand Marché, qui est une super plateforme aujourd'hui sur le fait main. Il y a évidemment Etsy. Donc moi j'aime bien souvent voilà, Un Grand Marché, c'est le Etsy français. Donc c'est Un Grand Marché, c'est fait à Nantes, hein. C'est vraiment français, etc. Donc c'est chouette, une super équipe. Et voilà, Etsy avec ses propres règles du jeu, mais qui est une plateforme énorme, mondiale. Donc voilà, beaucoup de visibilité, mais pour vos propres créations françaises, peut-être que ça sera un peu moins le cas. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à essayer de me faire référencer sur Un Grand Marché. Et puis voilà, tous les sites sur lesquels on va pouvoir se référencer, mais ça passe aussi peut-être par de la vente physique, locale, autour de chez vous, des boutiques de créateurs, des marchés, voilà, marché de Noël, marché de votre ville, enfin voilà, il faut tester en fait. L'avantage aussi de vendre en physique, c'est que ça vous permet d'avoir un retour direct. Contrairement à sur internet, en fait les gens, vous ne savez pas ce qu'ils pensent derrière leur écran. Alors sur le marché, forcément, il y a un peu aussi les gens qui passent, et vous ne saurez pas plus ce qu'ils pensent, mais vous aurez davantage d'interaction et de feedback, de retour dans la vraie vie, IRL, comme on dit. Complètement. Et c'est justement un sujet dont on parle avec Aline du blog Tricot, qui est du coup l'avant-dernier épisode. Donc je remettrai le lien dans les notes de l'épisode, où justement elle parle des marchés, de tous les avantages à être finalement dans la vraie vie, de voir même sur le visage des gens, les réactions en direct. Enfin voilà. Puis on n'a pas ce délai de temps de réponse. Là, c'est en direct, donc on peut creuser, on peut aller enfin, si une personne a des questions ou des doutes sur le produit, on peut vraiment la rassurer, ou en tout cas comprendre ses craintes beaucoup plus facilement que sur Internet et derrière un écran. Donc oui, effectivement, tu as raison. Travailler aussi tous les moyens de visibilité / de vente. Oui. Alors, je sais pas, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu... Parce que là, je voudrais pas non plus sur cette première checklist, quand on veut se lancer, on peut aller un petit peu de partout. Donc, est-ce qu'il y aurait pas peut-être quand même au départ des recommandations pour pas s'éparpiller de partout? Moi, c'est vrai que j'aime bien dire souvent, c'est une plateforme de vente, que ça soit un grand marché, Etsy, ou Instagram, et peut-être dans un second temps la boutique, ou pourquoi pas aller tout de suite sur la boutique, et derrière un autre relais de visibilité qui peut donc du coup être soit le blog et Pinterest, soit Insta, aller à la rigueur peut-être les deux, mais pas non plus d'aller de partout. Enfin, je sais pas, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses? Non, je suis d'accord avec toi, c'est certain, il faut pas s'éparpiller, parce qu'en fait, vous aurez sans doute envie de faire plein de choses, et puis vous allez manquer de temps. Enfin, en fait, on manque tous de temps, et quel que soit le projet, etc., vous voyez bien qu'aujourd'hui, on court tous après le temps, et donc il faut prioriser. Et prioriser, c'est effectivement développer sa visibilité sur le support que vous aurez choisi. Moi, j'aurais tendance quand même à me dire effectivement, soit vous êtes... soit le fait de créer une boutique en ligne, ça vous fait vraiment peur, et vous trouvez que c'est vraiment une grosse montagne, etc. Et ok, misez tout sur Instagram dans un premier temps, mais il faut impérativement que vous développiez une boutique quand même à côté. Parce qu'en fait, vendre sur Instagram, ça peut fonctionner un temps, mais encore une fois, vous n'êtes pas chez vous, les règles du jeu, vous les maîtrisez pas. Aujourd'hui, toutes les créatrices, enfin tous les créateurs de contenu de manière large, se plaignent d'Instagram, moins de visibilité, moins d'engagement, etc. Et en fait, vous pourrez vous plaindre tant que vous voudrez, mais en fait, ça ne fera pas changer les choses. C'est comme ça. Donc, vous maîtrisez rien. Donc, j'aurais tendance quand même à dire, ok, on peut démarrer facilement et rapidement sur une place de marché et sur Instagram, et on se limite à ça pendant, 3 mois, 6 mois. Mais il faut avoir enclenché le chantier site web, blog, boutique, à soi,
Voilà. C'est aussi une question économique derrière. C'est que ça vous coûtera toujours bien moins cher de vendre en direct que de passer par des intermédiaires, parce que ces intermédiaires, il faut les rémunérer. Donc, il faut les rémunérer d'un point de vue fonctionnel, parce que la transaction se fait sur leur plateforme, mais aussi parce que ils attirent du monde sur leur plateforme. Donc, ils attirent du monde sur Insta, sur Etsy, sur un grand marché, etc. Et tout ça va bénéficier finalement à votre activité. Donc, c'est normal de les rémunérer. Mais quand vous allez voir ce que vous allez devoir laisser à Etsy, à un grand marché et compagnie, et peut-être que vous allez dire, alors ok, très bien, c'est un super levier de croissance, de visibilité, mais il faut aussi que je développe ma propre boutique. Oui, complètement. Mais alors c'est intéressant parce que du coup, ce qu'on peut, même pour creuser un petit peu plus moi aussi, plus ça va, plus je conseille d'avoir sa propre boutique parce que, comme tu dis, les règles du jeu peuvent changer, la loi européenne, Instagram, etc. Bon, bref, voilà. On va pas en reparler. J'en parle, je crois, à chaque épisode où le mot Instagram vient dans la bouche, soit de l'invité, soit de la mienne. Mais c'est, par contre, moi, la petite nuance que je vais apporter sur la boutique en ligne, c'est que derrière, pour qu'elle soit visible, il y a aussi tout ce qui est référencement Google. Sure. Et ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir un premier levier qui, en fait, c'est finalement de démarrer peut-être la boutique en même temps. Mais le temps que le référencement des produits se fasse, parce que sur Google, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 mois, selon aussi le domaine et les types de produits que vous vendez. Et en parallèle, du coup, le temps que ça se fasse, il y a derrière un Instagram, voire pourquoi pas une place de marché qui commence à vous donner les premiers résultats de ce que déjà ça plaît, pour peaufiner tout ça, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça aussi. Alors après, il y a Pinterest aussi, j'en parle aussi beaucoup sur le podcast. Pinterest, c'est pas 4 mois comme sur Google, ça peut aller relativement vite si vous créez des articles de blog. Enfin bref, du coup, c'est dans la checklist, se dire ça va être quoi mes contenus et où c'est que je veux les rendre visibles. Est-ce que justement je fais le choix de faire des articles de blog ou est-ce que je reste juste avec mes carousels conseils Instagram? Bon, là, moi plus ça va, plus les personnes vont comprendre qu'aujourd'hui il faut quand même aller sur un article long blog parce que justement il faut sortir un petit peu d'Instagram. Mais voilà, c'est de commencer à identifier les leviers de communication et de vente que l'on veut mettre en place et surtout à quel moment. Donc voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut en fait à la fois ne pas s'éparpiller, mais lancer les bonnes choses assez rapidement. Mais encore une fois, tout ça, ça prendra du temps, ça vous demandera de l'énergie. Vous allez vous dire, ah, mais pourquoi ça marche pas? Là, je tape tellement de produits sur Google, il se passe rien, je vois pas mon site ressortir, etc. C'est normal, ça prend du temps. C'est un métier aussi. C'est comme coach Instagram, consultant en SEO, c'est un métier. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Donc il y a pas de souci à se dire ok c'est long, mais en réalité c'est normal. Donc voilà, ça va demander du temps. C'est ça aussi. Tu vois, tu parles de temps long sur des articles de blog et tout ça. En produisant un podcast, je peux être que d'accord avec toi. Moi, je chéris ce temps long et se dire on n'est pas dans l'immédiateté comme sur Insta par exemple. Sur Pinterest, tu vois, on est déjà un peu plus dans ce temps long parce que finalement, moi j'ai un blog que j'alimente plus du tout depuis des années, mais j'ai encore, 3000, 4000, 5000 visites par mois simplement sur les tutos que j'ai fait référencer sur Pinterest et tout ça. Je dois avoir 60% de mon trafic qui vient de Pinterest. Eh oui. Donc voilà. Donc construire sa communauté aussi et sa base finalement de travail, voilà, ça demande du temps, mais c'est quand même une super occasion de derrière développer cette communauté pour vendre plus tard. Donc, si par exemple vous dites là en fait c'est pas le bon moment, je crois que je vais pas y arriver ou j'ai pas l'énergie suffisante parce que je suis sur d'autres choses, et c'est pas grave, mais ouvrez un blog. Ouvrez un compte Pinterest, etc. Montrez. Alors, un compte Pinterest sans blog, je vois pas bien l'intérêt. Enfin, pour moi, il faut vraiment que ça redirige vers un site web. Donc, ouvrez un blog, c'est ultra facile. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été autant facile. Même si on a l'impression que les blogs c'est un peu mort en 2022. Non, allez-y. C'est hyper important d'être chez soi. Voilà, il y a des barrières techniques qui finalement ne sont plus vraiment là, donc
allez-y, créez un blog, commencez à fédérer autour de vous une petite communauté, chérissez-la, prenez-en soin, faites-la grossir. Et puis voilà, la même chose sur Instagram, parce qu'évidemment c'est quand même très lié. Instagram, c'est incontournable aujourd'hui. Voilà, allez peut-être regarder du côté de TikTok si ça vous intéresse et que vous êtes très vidéo. J'adore, parce qu'à chaque fois, j'entends aussi ce mot-clé. Je l'attends, pardon. Je l'attends parce qu'on en parle dans chaque épisode, je crois. Donc voilà, ça me fait sourire d'entendre TikTok. En fait, tu sais, au départ, c'était, enfin il y a quelques années, c'était Facebook only finalement, c'était Facebook, etc. Bah aujourd'hui, Facebook c'est complètement has-been, donc il y a quand même un danger pour qu'il se passe exactement la même chose avec Insta. Ah oui. Et qu'en fait, qu'on ait le même dédain finalement sur Insta que ce qu'on a aujourd'hui pour Facebook. Je dirais même qu'on a un double risque par rapport à Insta, c'est qu'il y a quand même encore, moi je vois des personnes qui ne sont que sur Facebook. J'accompagne beaucoup de boutiques physiques, de mode, etc., où toutes leurs cibles sont encore sur Facebook, notamment en dehors des grandes villes. Et il pourrait se passer que de Facebook, elles aillent directement à TikTok et que finalement elles passent même pas par la case Instagram, parce qu'on n'a pas encore non plus tout le monde sur Instagram. Donc je pense qu'il y a effectivement un double risque, mais TikTok, je vais m'y mettre. Je vais faire un épisode de podcast. Je vais faire ça en 2023. Je vais creuser bien de mon côté parce qu'il y a moi encore j'ai encore des petits doutes, notamment sur la cible. Mais en même temps, la cible va vieillir aussi, comme Instagram elle a vieilli, comme Facebook. Donc c'est quand même, ça peut devenir intéressant en 2023, je dirais. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin perso, moi je me trouve limite un peu vieille effectivement. Et puis j'ai pas envie de tomber dans le côté hyper. Enfin déjà je passe beaucoup trop de temps sur Insta et je me dis TikTok c'est encore pire. A priori c'est hyper addictif. Et en plus de base je suis pas tellement fan des vidéos. Et donc voilà évidemment c'est que de la vidéo sur TikTok donc voilà c'est. Mais pour autant, je suis d'accord avec toi. Je pense que vraiment il faut creuser parce que il y a toujours une prime finalement aux premiers entrants sur quels que soient les sujets. En fait, les premiers blogueurs, bah aujourd'hui, c'est tous des créateurs de contenu qui, quand ils ont fait ce choix-là, vivent de ça sur Instagram par exemple et qu'on retrouve beaucoup sur Instagram. Il y en a plein qui ne bloguent plus et qui ont développé des très grosses communautés sur Instagram. Et donc qui aujourd'hui vont dire ah bah mince ça marche beaucoup moins sur Instagram, j'ai plus de visibilité, j'ai plus d'engagement, etc. parce que aussi ils ont laissé tomber un peu leur blog quoi. Mais ce qui était un peu logique et attendu et tout ça, hein, donc c'est pas de leur faute, c'est pas grave. Mais voilà. Et donc il y a toujours cette prime aux premiers entrants et pareil sur Insta et ça sera exactement pareil sur TikTok et sur les prochains réseaux. Donc t'as toujours sur les podcasts, c'est pareil. Il y a des podcasts qui ont explosé ces dernières années, aussi parce qu'ils étaient là les premiers. Oui. Donc, voilà, il y a quelque part pas de secret aussi, quoi. Enfin, pas de secret. Et en même temps, c'est hyper frustrant de dire ça parce qu'on se dit, moi, je débarque maintenant, c'est-à-dire que je peux pas m'en sortir. Bah non, mais ça va être plus long, c'est certain. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il va falloir respecter plus de règles. Il y a effectivement peut-être besoin d'avoir plus de cadres et d'accompagnement peut-être là à ce moment aussi. C'est pour ça que dans la question de est-ce que c'est le bon moment, c'est intéressant aussi de se dire est-ce que je suis prête à me faire accompagner. Alors on disait qu'on n'était peut-être pas obligé de payer quelqu'un, mais ça va forcément, on peut y arriver par soi-même, si on a le temps, de consommer toutes les ressources, etc. Mais en même temps, ça peut quand même faire gagner beaucoup de temps d'être accompagné aussi. C'est clair. Donc là où ça avant, permet d'accélérer. Ça permet d'accélérer. Oui, parce qu'avant, ça suffisait de mettre 3 photos sur Instagram et d'avoir 10 000 likes. Hein. Maintenant, non. Donc, il faut aller un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus précis, c'est un peu plus technique. Donc, voilà, je pense quand même que c'est dans la question de est-ce que c'est le bon moment, c'est de savoir est-ce que je suis prêt quand même à investir dans mon business, dans mon projet, dans mon activité pour pouvoir en vivre peut-être de manière plus rapide si je sens que c'est le bon moment maintenant. Je suis carrément d'accord avec toi. Alors du coup, je reviens juste, je clôture la checklist, c'est bon, on avait tout vu. Donc je résume, de vraiment travailler sa communication, son nom de compte, son logo, son univers, en essayant d'être dans de l'originalité et de ne pas tomber dans les clichés de l'atelier de Marie. Il doit y en avoir une palanquée. Et s'il y a l'atelier de Marie qui nous écoute, j'en suis ravie. Mais voilà, effectivement, peut-être pas repartir sur ce type de nom de compte là. Ensuite, tester son produit sur le marché.
pour voir un petit peu, voilà, dans la vie réelle, on va dire finalement autour de son entourage, pour voir s'il y a des bons retours. Bien décider de si c'est le bon moment, ça on en a largement parlé. De revoir un petit peu aussi ses objectifs en termes de rémunération. De voir, d'aller construire un petit entourage autour de soi, que ça soit avec un coach ou des formateurs professionnels ou en tout cas juste avec des amies créatrices avec qui on peut partager. Et enfin, et bien là, définir sur quel réseau je vais me mettre et sur quels outils de vente je vais aller aussi. C'est bon pour toi? C'est bien résumé? C'est un très bon résumé. Okay. Voilà, enfin, on a déjà dit, on peut en parler pendant des heures, Oui. Mais c'est une bonne base de départ. Oui, voilà, je propose qu'on avance parce qu'effectivement, sinon on est encore là demain. C'est vrai qu'on a un petit peu survolé. C'est une vision d'ensemble, mais je trouve quand même que tu nous as donné déjà beaucoup d'astuces et enfin, c'était hyper intéressant. On est finalement revenu beaucoup sur de l'état d'esprit aussi, plus que ou sur la notion du bon moment. Moi, je le retiens, c'est vraiment une pépite pour moi de cet épisode. Donc là, on était sur une première mise en bouche. Mais si finalement, là, les auditrices qui nous écoutent, elles veulent creuser un petit peu plus chaque sujet, est-ce que tu as des ressources un petit peu ninja, même si on en a déjà un petit peu parlé, des ressources de ninja qu'elles pourraient aller consulter si elles ont besoin finalement donc d'aide et de soutien? Ouais. Alors j'ai envie de dire, la partie souvent qui fait la plus peur, c'est cette partie administrative, comptable, le statut, etc. Il y a un site, c'est mon-entreprise.ursaf.fr que j'ai trouvé hyper bien fait, plein de ressources, etc. Et il y a le site aussi de BPI France Création. Là, c'est pareil, hyper intéressant, très détaillé, vraiment. Et de toute façon, globalement, vous allez voir, sans doute que le bon creusez quand même un petit peu pour que ça colle bien à votre propre situation. Mais sans doute que le bon statut pour démarrer, c'est d'être en micro-entreprise, donc ce qu'on appelait aussi auto-entrepreneur. Donc à partir du moment où vous allez chercher sur Internet création de micro-entreprise, par exemple, vous allez tomber assez vite sur ces sites-là. Et vraiment, ils sont bien faits. Prenez le temps de les lire. Abonnez-vous aussi aux newsletters des différents sites que vous consultez pour justement être toujours un petit peu en veille et être au courant. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par les BGE, les CCI, les chambres des métiers, de l'artisanat. Il y a plein de choses. Encore une fois, voilà, c'est ce que tu disais Marie tout à l'heure, soyez curieux. Allez chercher les infos, elles existent, elles sont là. Elles demandent finalement qu'à être utilisées, toutes ces ressources. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est souvent vraiment ce qui fait le plus peur. Parce qu'on se dit, finalement, quand on commence à réfléchir à vendre ses créations, c'est qu'on est déjà un petit peu en confiance sur le fait que ce qu'on crée de nos mains plaît. Mm-hmm. On peut toujours se demander si voilà, il n'y a pas un côté un peu d'affection des personnes qui nous disent ça derrière, et donc ça pourrait un peu biaiser. Mais voilà, une fois qu'on se sent prêt à vendre, j'ai l'impression que c'est souvent quand même un peu le nœud du problème. Et donc vraiment, je vous invite à aller regarder sur ces sites-là. Et puis il y a des livres également qui existent sur l'entrepreneuriat créatif. Donc n'hésitez pas à les regarder. Oui. Alors, tu sais, sur le site de l'URSSAF, là, dont tu parles, je le connaissais pas, donc je vais aller regarder ça juste après l'épisode. Ouais. Je suis curieuse de voir ça. Donc, voilà, plutôt des ressources niveau administratif. Après, j'en profite, je me permets de faire de la promotion de ton podcast, du coup, parce que le podcast fait main, je pense que par rapport à tous les interviews que tu as, tous les épisodes, à mon avis, il y a beaucoup de ressources aussi. Bien entendu, il y a Créapi, bon là c'est mon auto-promo, mais voilà, c'est aussi, enfin ces espaces sont là pour vous aider. Alors c'est pas spécifiquement pour l'administratif, ça va plus être sur la vente en ligne, côté Créapi un petit peu plus marketing digital. Toi c'est un peu plus, je pense même vente globale, pas que vente en ligne, c'est de vendre ses créations tout simplement. Donc voilà, c'était le petit moment auto-promo, je ne pouvais pas passer à côté quand même. C'est gentil. Effectivement, alors moi sur la partie en micro-entreprise, j'avais reçu Stéphanie qui anime sa propre entreprise, qui s'appelle J'aime la paperasse. Ah oui, et c'est l'épisode 41 de mémoire. Et voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Et il y a plein d'entrepreneurs aussi, d'infopreneurs qui existent en fait. Vous pouvez les trouver sur Instagram notamment, qui vont
voilà, vous donner des conseils. Il y en a beaucoup aussi en finance personnelle, donc c'est aussi intéressant de s'intéresser à ces sujets-là. Et puis c'est sûr que moi dans le podcast Fait Main, c'est pas structuré parce que c'est pas on n'est pas là pour faire des formations. Donc c'est vraiment des conversations avec des créatrices et on balaye de manière très large finalement les différents sujets, mais c'est toujours effectivement très enrichissant. À la fin, moi c'est ce que je trouve et c'est ce qu'on me rapporte aussi. Trop bien. Donc c'est chouette. Voilà, et souvent c'est un peu aussi ce qu'on me dit, les feedbacks, c'est ça m'a donné envie de me lancer, ou ça m'a convaincu, ou telle partie, tiens, j'avais pas pensé, etc. C'est intéressant. Donc voilà, effectivement, et ça c'est un peu le truc qui finalement permet un peu de se former en fil rouge. Voilà, parce que les podcasts, vous savez, on les écoute un peu finalement quand on est, surtout forcément un podcast, on vous parle dans les oreilles. Donc, si vous faites quelque chose, vous devez vous concentrer sur des chiffres, etc. C'est pas le bon moment. Mais pendant que vous créez, justement, ça peut être. Moi, c'est souvent le moment où j'écoute des podcasts, quand on va marcher, quand on cuisine, peu importe. Mais voilà, c'est un moment aussi où finalement, on apprend plein de choses. Donc les podcasts, oui, go, go, go. Eh oui, forcément. Et tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que finalement, le podcast, elles l'écoutent, beaucoup de créatrices, pendant qu'elles créent. Donc, effectivement, c'est bien là, en fil rouge. Alors, moi, je l'écoute beaucoup quand je suis en voiture. Oui. Mais voilà, c'est quand on a le cerveau, finalement, oui, quand on va faire sa compta, c'est pas le bon moment. C'est ça. Ok. Et alors, finalement, pour conclure, parce que on a pas mal papoté, j'avais envie de finir avec l'exercice en fait de l'elevator pitch. Alors, tu sais, finalement, dans un ascenseur, si quelqu'un te demande ce que tu fais, tu as que quelques minutes, voire secondes, pour le convaincre que ce que tu fais est incroyable. Et alors là, imagine, tu prends l'ascenseur avec une créatrice qui veut se lancer et qui ne sait pas par quoi commencer. Donc, tu as 2 minutes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ah! Je lui dirais de croire en elle, de se faire confiance, de s'écouter. Si c'est le bon moment et qu'elle le sent, et go. Voilà, il faut vraiment qu'elle se mette dans des bonnes conditions, qu'elle se mette des objectifs ou pas, en fonction de si ça lui parle, qu'elle s'écoute, qu'elle écoute son intuition, et puis qu'elle se forme, qu'elle se fasse accompagner, qu'elle soit bien entourée, parce que c'est un nouveau métier en fait qu'elle va découvrir, qui, voilà, on l'a dit, c'est pas que la création H24, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est être à la tête d'une petite entreprise créative, c'est une entreprise avant tout. Donc il faut être à l'aise avec les chiffres, avec le fait que oui, elle a besoin de gagner de l'argent en fait, parce que personne va lui payer sa facture d'électricité à la fin du mois. Donc voilà, et donc évidemment qu'elle écoute des podcasts. Mais écoute, je trouve que tu as vachement bien relevé l'exercice. J'avais pas prévu de le faire en mode exercice, mais je trouvais que c'était sympa un petit peu de raconter l'histoire autour de l'elevator pitch. Parce que j'aime bien cet exercice de résumer rapidement des infos après 1 heure de discussion. Finalement, je trouve que tu as très bien résumé l'épisode. Donc merci, tu m'as fait mes punchlines pour la présentation et la communication de l'épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et avant que l'on passe donc au jeu de la fin, que maintenant tout le monde commence à connaître, c'est le moment un petit peu pour toi de nous dire si tu as des projets à venir, savoir où c'est qu'on peut te retrouver, où c'est qu'on peut venir papoter avec toi. Alors, donc moi, mon activité salariée, j'ai l'intention, l'ambition qu'elle diminue un petit peu pour laisser un peu de place à ce que j'aimerais développer davantage autour du podcast, donc autour de l'entrepreneuriat créatif, avec des choses qui vont sortir dans les mois qui viennent. Voilà, une offre un peu plus structurée, parce qu'aujourd'hui, voilà, comme je le disais, c'est dans le podcast, donc ça veut dire que il faut aller passer du temps à écouter les épisodes. Donc voilà, j'aimerais développer des choses un peu plus structurées autour de l'entrepreneuriat créatif. Et puis aujourd'hui, j'ai 2 podcasts que je produis, donc celui dont on parle Fait Main, j'en produis un pour Cultura, autour de la communauté créative Cultura Créa. Donc ça, c'est un gros kiff parce que c'est une marque que j'adore, Cultura. Ah oui.
j'ai toujours adoré. C'est un lieu de perdition, hein, on le sait, mais c'est génial d'avoir tout ça à notre disposition finalement. Donc voilà, vraiment j'adore faire ce podcast. J'aimerais bien en faire un troisième, sans doute aussi pour une marque, parce qu'aujourd'hui j'ai pas tellement d'autres idées. Enfin, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas suffisamment le temps pour le faire. Donc il faudrait que ce soit dans un cadre avec un budget, etc., pour continuer à développer tout ça. Voilà, donc pas d'idée préconçue aujourd'hui sur ce troisième, mais je me dis que si j'avais davantage de temps, c'est ce que j'aimerais faire. Et puis, voilà, peut-être aussi faire un peu de coaching, des choses comme ça. J'ai plein d'envies, parce que forcément, en t'entendant parler toutes ces créatrices qui vivent de leur passion, forcément, ça me donne envie de faire pareil. Bien sûr, eh oui, complètement. Mais alors, où c'est qu'on peut te suivre? Où c'est qu'on peut suivre justement toutes ces aventures, voir tous ces beaux projets qui vont, je suis sûre, arriver à un moment donné? Ouais, le point de ralliement entre guillemets pour l'instant, c'est le site du podcast, c'est podcast-femin.fr. Où on retrouve tous les épisodes, et puis après oui, qui sera peut-être le point de départ d'autre chose quand il y aura autre chose. Pour l'instant, j'ai pas d'échéance, j'ai une grande envie. On verra si 2023 est le bon moment, mais voilà, j'ai aussi un projet immobilier que vraiment il me tient à cœur sur lequel je voudrais vraiment qu'on investisse du temps avec mon mari pour qu'on puisse enfin avoir une maison, etc. Donc voilà, je sais aussi que voilà, c'est des priorités qu'il faut se mettre pour aller au bout de ces projets, tout comme développer mon podcast était prioritaire pour moi, en plus de ma vie de famille, de ma vie de salarié, etc. Donc j'ai vu que en se donnant à fond, on pouvait y arriver. Parce que le podcast pour Cultura, j'ai mis 2 ans, mais j'ai pas lâché. En fait, dès le départ, je m'étais dit, le truc un peu fou, mais tu sais, un peu vraiment, tu dis, voilà, si tu rêves un peu comme ça à haute voix, c'est quoi le truc qui te ferait kiffer? Et donc moi, j'étais dit, je vais créer un podcast, et puis je vais le faire sponsoriser par Cultura. Voilà, c'était comme ça, quoi. Je me dis, mais c'est ça que je veux. Donc c'était il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et évidemment, j'avais pas encore d'expérience, je connaissais pas vraiment tout ce monde du podcast, de la monétisation, etc. J'avais mon point de vue en tant qu'auditrice de podcast, j'adorais ça, j'adore toujours. Mais je me suis dit, ouais, c'est un challenge, allez go, quoi. Et puis donc, j'ai produit beaucoup d'épisodes, j'ai contacté Cultura. Il y a eu le Covid, donc forcément, voilà, les petites choses qui étaient lancées se sont arrêtées. Et puis finalement, c'était pour quelque chose d'encore mieux, parce qu'au départ, moi, mon idée de le faire sponsoriser par Cultura, c'était simplement finalement de dire, Cultura, comme je vais construire un podcast qui va réunir finalement exactement la cible de Cultura pour la partie loisirs créatifs, et tiens, ça a du sens, c'est hyper affinitaire, etc. Et puis en réalité, c'est pas ça qui s'est fait. Ils ont jamais été sponsors de mon podcast, mais c'est encore mieux parce que j'ai créé pour Cultura ce podcast, en plus avec une super équipe. Voilà, Sophie, elle est top. Toutes les personnes que j'ai dans le podcast, donc c'est soit des salariés de Cultura qui sont en magasin ou qui sont au siège, des chefs de produits, des conseillers de vente, des personnes qui animent les ateliers, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et puis il y a aussi un peu des membres de la communauté créative de Cultura Créa, donc c'est super sympa. Voilà. C'est trop bien. Bref. Ouais. En tout cas, moi ça m'éclate, et voilà, c'est pour ça que j'aimerais continuer à m'éclater avec ça. J'aime beaucoup ce que je fais au travail. Tu vois, je fais toujours la distinction, alors que en réalité aujourd'hui, ce que je fais aussi pour les podcasts, et puis ce que je fais à côté, c'est aussi du travail. Mais tu vois, j'ai toujours tendance à dire c'est mon travail, mon activité salariée. Voilà, en réalité c'est ça, c'est mon activité salariée et mon activité indépendante, parce que j'ai aussi une micro-entreprise. Voilà, moi aussi j'ai une boutique en ligne où je vends quand j'ai le temps de faire un peu de stock, donc en gros c'est pas tellement souvent, mais voilà, je suis aussi passée par créer une boutique en ligne pour vendre. Moi c'est des cartes, donc des cartes faites main, et voilà, tout ça c'est hyper
hyper intéressant, hyper stimulant, hyper nourrissant. Et voilà. En fait, je crois que le fil rouge derrière tout ça, c'est de dire, c'est quand même hyper cool de pouvoir se prendre en main et d'être un peu maître de son destin. Parce que il y a quand même plein de moments dans la vie où on n'est pas forcément complètement aligné avec son boulot ou avec avec comment dire un peu notre planning, on est toujours un peu à fond, etc. ou le stress, etc. Et il y a un moment donné, je me dis là en fait de se choisir une activité comme ça, c'est hyper enrichissant quoi. Voilà d'avoir son destin entre les mains, être acteur des changements qu'on veut voir arriver dans sa vie. C'est voilà. Et encore une fois, on se détend. Il y a les bons moments pour le faire. Moi, des fois, souvent, on me dit mais où est-ce que t'as le temps de faire tout ça en réalité, c'est des choix. C'est le soir ou le matin tôt, je travaille là-dessus. La journée, souvent, c'est même pas j'essaie, je suis plutôt avec mes filles, mon mari, etc. Mais le soir, le matin, je fais ça, le week-end, en semaine. Donc, je regarde moins la télé. Alors, c'est sûr que j'ai moins le temps de créer de mes mains. Mais voilà, ça m'épanouit aujourd'hui. Et en fait, le temps, on l'a. Donc, voilà, c'est très bête. Hein, et sans doute que vous allez dire, bah non, elle exagère, etc. Mais voilà, encore une fois, si aujourd'hui, vous l'avez pas, ce temps, c'est que c'est peut-être pas juste le bon moment. Moi, mes filles, elles sont grandes. Je sais pas si j'aurais fait tout ça, si j'aurais eu l'énergie de faire tout ça. Enfin, je pense que même la réponse est non. Quand elles étaient bébés, ou même à 3-4 ans, etc. Quoi. Il y a tellement de choses à mettre en place et tout ça. Mais le problème de temps n'est qu'un problème de priorité, en fait. Alors, c'est facile dit comme ça. Mais après, la réalité, c'est que c'est ça. Donc après, il faut vraiment bien poser ses priorités aussi pour être sûr de ne pas se faire manger par cette passion, hein, parce que souvent c'est une passion aussi, au détriment malgré tout de sa vie salariale / sa vie de famille aussi. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne conclusion de ce que tu nous dis concernant donc de prendre son destin en main finalement. Et je mettrai du coup, alors toi c'est les podcasts, hein, toi tes projets c'est les podcasts. Du coup, je mettrai les liens sur les notes de l'épisode. Et puis écoute, je te propose qu'on passe au jeu de la fin, voilà, puisqu'on est arrivé donc au terme de l'épisode et c'est devenu une tradition pour tous les invités qui viennent sur ce podcast. Donc, c'est de te confronter au petit jeu, le ceci ou cela. Je rappelle rapidement les règles. Sur différents sujets, je vais te proposer 2 options et tu ne devras faire qu'un choix. Et pour nous aider un petit peu, je propose de faire ça en 1 minute parce que sinon, moi, tu ne m'arrêtes pas et je pourrais le faire pendant 10 minutes. C'est bon pour toi ? Ça marche, c'est bon. T'es prête ? Allez, je mets le chrono. C'est parti. Radio ou podcast ? Ah podcast. Fleurs ou bougie ? Ah, fleurs. Musique française ou internationale ? Internationale. Alaska ou Hawaï ? Hawaï, sans hésiter. Fondue savoyarde ou bourguignonne ? Je vis à Grenoble et je suis bourguignonne, alors c'est horrible. Fondue savoyarde. Shampoing solide ou liquide ? Solide. Des chiffres ou des lettres ? Les lettres. Chocolatine ou pain au chocolat ? Mon mari est bordelais, chocolatine. Soirée jeu ou soirée karaoké ? Jeu. Instagram ou TikTok ? Insta. Talon ou basket ? Basket. Couche-tôt ou couche-tard ? Couche-tôt. Appel ou texto ? Appel. Chat ou chien ? Chien. Et c'est fini. Bon. Elle est horrible cette question chat ou chien. Pardon ? La question chat ou chien, elle est horrible. Oui, mais elle est facile en même temps. Bon, par contre, ça va pas du tout. Hein. Je suis pas du tout contente pour la chocolatine. Là, ça va pas du tout. Parce que je crois qu'il y en a eu sur tous les invités que j'ai reçus qu'une peut-être, ou 2. Allez, non, 2. Ça va pas du tout, non. Le vieux débat qui, à chaque fois, voilà, me fait sourire et que j'aime bien reprendre avec ces petites questions. J'en apprends un petit peu. Donc, par contre, toi, Hawaï, c'est sans hésiter. Hein. Les pays froids, c'est pas ton truc. Non, je suis quand même plutôt pays chaud, et en même temps, tu vois, avec le réchauffement climatique, tu te dis, mais alors où est-ce qu'il faut habiter ? Donc définitivement, Hawaï, c'est plutôt pour les vacances, hein, j'irai pas habiter.
Mais voilà, ouais, je crois qu'il va falloir qu'on tous migre vers le nord. Mais bon, c'est un sujet. Ah oui, alors ça, par contre, on n'en a pas parlé, mais si en plus vous pouvez, dans vos créations, les éco-concevoir, ça c'est un truc quand même, c'est hyper important aujourd'hui. La minimisation de tout ce que vous pouvez faire dans les packaging, dans vos propres fournitures, etc. Je pense que c'est clé aujourd'hui. Oui. Après, je pense que les personnes qui sont dans une démarche du fait main, elles ont quand même déjà un petit peu cette sensibilisation. Mais c'est vrai que je vois aussi beaucoup, mais moi j'ai beaucoup de mes élèves et aussi des personnes que j'accompagne qui font une fois par an le bilan de leur corbeille de déchets. Et c'est assez impressionnant de voir que finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, effectivement, c'est vachement bien, surtout en 2022. Et ça ne va que s'accélérer, ces problèmes de surconsommation, de surdéchets. Donc oui, effectivement, tu fais bien de le souligner. En tout cas, écoute, on est arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment te remercier de ton temps. Finalement, même si on en manque un petit peu tous, donc vraiment merci beaucoup et puis surtout pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère vraiment que ça pourra aider les jeunes créatrices qui veulent se lancer. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin ? Écoute, non, je pense qu'on pourrait parler encore des heures, donc voilà, faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer, parce que la vie est déjà assez difficile. Donc voilà, ce sera ça le mot de la fin. Ok, faites ce qui vous fait vibrer. Parfait, pas mieux. Mais écoute, merci beaucoup Mélanie. Moi, avec plaisir. Je te laisse ici et je récupère du coup les auditrices juste après pour la conclusion de l'épisode. Merci. Merci à toi et à bientôt. Voilà, alors j'espère que cet épisode assez complet, franc et même assez cash t'aura plu et que tu as maintenant toutes les clés pour te lancer dans la vente de tes créations ou en tout cas pour savoir si c'est le bon moment pour toi. En tout cas, si tu as apprécié cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, WhatsApp, bref, ce que tu veux et je t'en remercie par avance. Créapi est un espace où je veux que tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram, à me dire les sujets que tu aimerais que je traite ou encore ce que tu aimerais que j'améliore. On est là pour construire ce podcast ensemble. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!